Bonsoir. Merci. Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Paul Fellet et Olivier Cazer de m'avoir proposé cette soirée et à vous d'être présents ce soir. Alors, oui, en fait, j'ai toujours été passionnée par le milieu de l'art depuis déjà les beaux-arts et attirée particulièrement par les projets d'édition. Ça a été un long parcours pour pouvoir commencer à faire des livres. Ça ne tombe pas du ciel, mais voilà, finalement, après de nombreuses années, j'ai l'occasion d'en faire pas mal. Ce n'est pas mon activité principale, je dirais, mais ça prend quand même pas mal de place dans mon travail. Voilà, ce que j'aime particulièrement dans ces projets d'édition et en particulier sur les projets de livres d'artistes, c'est justement tout ce côté humain, tout ce qui vient de ces rencontres, des clients qui me proposent tout de suite une rencontre avec les artistes, de ces échanges, de faire partie. On a l'impression à la fois qu'on va réinventer le monde. On recommence un nouveau projet à chaque fois, et puis un livre, c'est une histoire, donc à chaque fois, il y a tout ce qui vient autour de l'histoire en soi, et tout ce qui vient se raccrocher à ça. Et j'avoue que c'est passionnant. Et donc voilà, je vais commencer à vous présenter les projets, et les histoires vont passer à travers les livres, en fait. Voilà. Donc... ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que j'ai donc commencé par être contactée pour faire des identités visuelles. Et à partir de ce moment-là, ça a débouché sur des projets d'édition. Voilà. Donc la première identité visuelle, quand je suis arrivée en France, en lien avec l'art contemporain, c'était un centre d'art basé à Artois, à Valence, qui s'appelle Artois. Voilà, donc j'avais dessiné ce logo. Et ensuite, on a fait un premier projet d'édition avec la directrice qui s'appelle Corinne Gambi, qui m'a proposé de faire un livre avec une artiste catalane qui s'appelle Teré Recarens. Voilà, donc Teré a souhaité faire un livre très simple, qui s'ouvre bien, qui soit facile à manipuler, qui n'ait pas l'air trop précieux, et en fait dans lequel elle voulait énormément de pages blanches. Bon, ok, donc beaucoup de pages blanches et des projets qui allaient s'intégrer parmi ces pages, avec l'idée que les gens s'approprient ce livre comme un carnet de notes et commencent à aussi dessiner, écrire leur histoire. Voilà. Et d'où l'idée de faire une couverture sans texte, avec un aplat rouge qui donne envie justement de s'en saisir et de se dire, ben voilà, cet objet m'appartient aussi, je veux aussi l'utiliser pour moi. Voilà. Donc, dedans, on a reproduit quelques-unes de ses œuvres. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est d'humeur assez joyeuse. et voilà, donc je m'amuse. Et on a reproduit, en fait, l'effet de transparence du dessin sur la page suivante. Voilà. Et après, par exemple, là, c'est son projet qu'elle avait fait à Artois pour son exposition, où il y a des luminaires qui sont tellement serrés entre eux que quand on doit se déplacer dans l'expo, on était obligé un peu de les bouger, et ça crée des sons, ils s'entrechoquent, ça fait bouger la lumière. C'est un petit côté un peu effrayant et ludique en même temps. Voilà. Et en fait, Teré s'est toujours inspiré de son prénom, Teré. Donc là, il y a un texte qui s'appelle « Atterrir, le rire de Teré ». Donc voilà, donc une mise en page avec des ha-ha-ha, des ya-ha-ha. Et un jour, un ami me dit « Ah, mais tu sais, j'ai vu une expo de Peter Wüthrich et je crois bien qu'il y avait le livre de Teré dans son expo. » Donc là, bon, ce sont des images piquées sur Internet, mais peut-être qu'il est là-dedans. Voilà, je ne peux pas le certifier, mais comme on me l'a dit, je l'ai cru.
Alors, donc toujours avec Thérèse, on a fait beaucoup de choses ensemble. Elle a eu une résidence d'artiste à PS1 en 99. Et quand elle est arrivée, elle a tout de suite vu cette image qui a été réalisée par Clegg et Gutmann. Et elle adorait cette image. Elle s'est dit, je veux ça pour moi. Donc, elle s'est dit, mais comment pouvoir se réapproprier cette image et la rendre légalement pour elle, quoi. Donc, en fait, elle a une idée, c'est de faire une cascade, c'est-à-dire qu'elle voulait plonger, voilà, elle voulait sauter du haut de ce mur, voilà, et travailler avec un photographe qui aurait exactement le même point de vue que cette image, et être prise en photo au moment où elle tombe. Voilà, ce qui légitimait son droit à cette image. Bon, alors elle a arrêté de fumer, elle s'est mise à faire du jogging, elle a commencé à faire des répétitions avec une société de cascadeurs, voilà. Et après quelques jours de début d'entraînement, la direction est venue la voir et lui a dit « Thérèse, on arrête tout. C'est trop dangereux. T'imagines le mur? Tu vas te tuer, c'est pas possible, quoi. » Elle était hyper déçue. Bon, elle a tout fait pour continuer, mais non, c'est trop risqué, on ne veut pas avoir de mort sur la conscience. Bon, donc le projet s'est arrêté comme ça. Mais elle s'est dit, je le veux quand même. Donc, elle a eu une idée. C'est de faire un poster, un plagiat de ce poster en disant « I was ready to jump, 1991 ». Et du coup... elle a contacté Clegg et Gutmann pour leur demander si elle avait le droit de faire ça. Ils ont accepté, ils ont trouvé l'idée tellement sympa, ils ont dit pas de problème, alors tu peux nous envoyer l'image. Ok, on n'a jamais reçu l'image. Donc du coup, elle a emmené le poster à Barcelone et elle l'a fait scanner. Après, ils ont effacé les textes de l'image originale. Et puis après, on a refait le montage en faisant du plagiat, trouvant les mêmes typos et tout ça. Et en fait, ce poster a été édité pour un projet à Utrecht qui s'appelle Hardwerf, voilà, et qui ont financé l'impression de ce poster. Donc, ça devait être imprimé en Hollande. Donc, comme je ne connaissais pas, des amis m'ont donné l'adresse d'un imprimeur. Ils ne sont pas chers, tu verras, ils sont super. Donc, on se donne rendez-vous avec Thérèse à Rotterdam. On arrive chez les imprimeurs. On serait cru, je ne sais pas où c'était, mais hyper exotique. Alors, ils étaient tatoués, en short, torse nu, il faisait 35 degrés. Et ils nous disent, bon, alors nous, on n'imprime que 2 couleurs à la fois. Ah bon, 2 couleurs à la fois. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour obtenir le résultat, parce qu'on va commencer par imprimer le magenta et le jaune, ou le magenta et le bleu, je ne me rappelle plus très bien. Et on se dit, ouais, mais comment on va voir le résultat après comment on va faire, quoi, comment on va régler ça? Donc, on a imprimé les 2 couleurs, on montait dans leur bureau pour regarder à l'écran, où là, ils sélectionnaient dans Photoshop magenta et bleu, puis on comparait avec la feuille imprimée pour voir si ça correspondait. Et bon, on a réglé le calage comme ça, et ça a pris tellement de temps, c'était tellement chaotique qu'à la fin de la journée, j'ai même pas pu voir les 2 autres couleurs. J'ai dû partir prendre mon train. Et puis c'est Thérèse qui a géré le truc. Ils ont fini, je sais pas à quelle heure de la nuit. Mais voilà, le résultat était très correct finalement. Voilà, pour l'anecdote. Ensuite, voilà, j'ai fait des petites retouches pour Thérèse, retouches de photos pour son projet qui s'appelle Animals. Voilà. Après, alors, encore avec Thérèse. Donc là, c'était à la galerie Tony Tapies à Barcelone. Alors là, il faut que je regarde l'année. C'était en 2002. Voilà. Donc elle avait un projet d'expo et au niveau du rez-de-chaussée de la galerie, elle a voulu faire une installation avec des images qu'elle avait collectées, qui sont des images souvenirs de moments importants dans sa vie d'artiste. Et elle a voulu... faire une bibliothèque avec des livres et elle voulait qu'en fait les gens, quand ils allaient saisir ces livres, que les pages tombent au sol.
Donc en fait, on a dû imaginer des livres qui perdent leurs pages. Donc, on s'est dit, ok, pas de souci, ça a l'air facile. Donc on est parti, on est allé au Puce de Saint-Ouen, acheter 2-3 livres. On est arrivé, on a coupé les pages, on les a mis dans ma bibliothèque. Là, on prend un livre, on ouvre, rien. Rien, les pages ne tombaient pas. On essayait de les mettre très haut, on a tout essayé. Ça ne marchait pas, donc on a été confronté à des problèmes de physique. Donc quand j'ai contacté un imprimeur, j'ai dit, bon, écoutez, on a un vrai problème, on veut faire un livre qui perd ses pages. Donc, ok. Ouais, bon. Puis on a dit tous les essais qu'on avait faits, qu'on ne savait vraiment pas comment faire. Puis, d'ailleurs, on va réfléchir, on vous rappelle. Donc, c'était avec un imprimeur basé en Belgique, à Gand. Puis, il rappelle, il nous dit, ben oui, alors j'ai pensé qu'en fait, il faut surtout faire un format horizontal et puis prendre un papier couché, brillant. Donc, quand vous allez ouvrir, déjà, le format horizontal va être plus large, donc il y aura plus de chances que les feuilles glissent. Et comme le papier est couché brillant, il va glisser encore plus, donc là, ça devrait fonctionner. Donc on se dit, ok, super, donc vous pouvez nous faire une maquette en blanc. Ok, donc il l'a fait, il nous l'envoie, on fait des essais. Ça marchait, pas à 100%, mais ça marchait, quoi. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Donc là, il a fallu dessiner la bibliothèque et puis surtout se dire, faire une installation un peu vivante. Donc on ne voulait pas faire des livres qui aient tous la même épaisseur, on ne voulait pas... Voilà, donc il a fallu faire tout un... J'ai donc fait une simulation comme ça dans Illustrator, et puis après, on en est arrivé là, c'est-à-dire on envoyait ça à l'imprimeur en disant, voilà, on va faire 500 livres. Donc, il faut qu'ils aient trois épaisseurs différentes. Comme on n'avait pas assez de budget, on a décidé de prendre du papier Chromolux en couleur pour faire les couvertures. Donc, on a choisi 4 couleurs. Le bleu a été remplacé par du rose à la fin. Et en fait, après, je lui ai fait un plan en disant, voilà, il y a tant de livres, tant d'épaisseur. Et puis, à la fin, on a aussi fait des livres avec des pages blanches parce qu'on n'avait pas le budget pour tout faire. Et en pensant qu'on allait mélanger ça dans l'installation. Voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration. Parce que... Voilà. Voilà le livre. Je le prends. Je l'ouvre. Bon, ça a marché. Hein. Peut-être que je m'y attendais un peu aussi. S'il y en a qui veulent essayer, il y en a encore un là. Voilà. Mais donc voilà. Donc en fait, tout a bien fonctionné. Tout a été livré en temps et en heure à la galerie. Et le soir du vernissage, donc ça, c'était les images qui étaient dans les livres. Hein. Voilà. Des recto-verso, on avait 16 images recto-verso, voilà. Et puis le soir du vernissage, voilà, au début c'était un peu sage, et puis après, quelqu'un qui savait un petit peu, qui a été un peu déclenché le truc, et puis après ça a bien fonctionné, voilà. Là, donc c'est un projet avec Rainer Oldendorf. Donc, je montre que la couverture, je n'aurai pas le temps de montrer trop en détail tout ce que je voulais vous montrer. Donc, c'était un projet pour son exposition au FRAC Champagne-Ardenne. Et donc, il a photographié son ami à travers le trou d'une fraise. Et au dos... Et au dos, c'est donc il avait fait ramener il vient de Lorard, donc près de Bâle, et il adore la bière. Donc pour le vernissage, il a fait ramener des bancs exprès de Lorard avec la bière locale. Voilà. Et puis en fait, Rainer a un projet qu'il fait depuis un très long temps. Il a un projet de long métrage, et à chaque fois qu'il est invité dans une exposition, il tourne une partie de son long métrage avec les personnes qu'il rencontre sur place. Et en s'inspirant de scénarios, de films tournés dans le pays où il est invité. Voilà. Et ce projet s'appelle Marco. Et donc, il m'a proposé de faire l'affiche du film qui a été tourné, donc la partie 4 qui a été tournée à New York, où on voit Marco avec Clint Eastwood à ses côtés.
Et une autre affiche sur un tournage qui a été réalisé à Paris, qui était la partie 5 de son film. Voilà. Il est, je crois, à 1h30 de tournage environ maintenant, donc ça continue. Voilà. Ensuite, on revient à Art 3, où là, c'est un projet avec un artiste russe, Yuri Lederman, que j'ai fait avec Valérie Kudel, qui était la nouvelle directrice d'Art 3. Voilà. Et en fait, Yuri Lederman était invité à une résidence d'été à Molly Sabata, donc en Rhône-Alpes. Et donc, tous les matins, il se levait, il voyait un pêcheur qui allait faire sa pêche au bord du Rhône. Voilà. Et en fait, quand il était enfant, donc il vivait à Moscou et il entendait toujours parler autour de lui de partis politiques qui rendraient les gens heureux, dont le Parti communiste. Il a vu que peu de gens étaient heureux et s'est toujours dit non, non, c'est pas ça. Un jour, je créerai mon parti du bonheur général. Donc, il était une fois sur un marché aux puces à Moscou et il est tombé sur un répertoire, une édition qui répertoriait tous les noms des partis politiques dans le monde. Et il s'est dit, ah voilà, je vais faire une sorte de petit livre un peu absurde qui va s'appeler Docteur Pêcheur et Parti du bonheur général, donc à la pêche au parti du bonheur. Donc il a imaginé... il a repris tous les mots qui composaient les noms des partis dans le monde et à côté, il a fait un petit dessin qui représente chaque mot, mais avec la pêche à la ligne. Ce qui a donné ensuite des mélanges de ces dessins qui reprennent chaque mot de chaque parti. Donc Union démocratique et sociale, ça fait trois dessins mélangés. Donc ça a donné des frises comme ça. Là, le Parti de la liberté. Et alors, chaque fois qu'un parti réapparaissait plusieurs fois dans le livre, il faisait autant de lignes que le nom du parti réapparaissait dans le livre. Voilà. Et là, c'est le Parti national républicain. Et là, c'est un livre qui a je ne sais pas combien de pages comme ça, parce que c'est le Parti populaire. Voilà. Donc, voilà, avec des barques. Voilà, donc c'est un objet un peu absurde et j'adorais. Il m'envoyait ses CD avec tous ses dessins qui arrivaient de Moscou avec 3 semaines de... Ça mettait 3 semaines à arriver avec des tampons de douane partout, des autocollants partout. J'adorais recevoir ça. Voilà. C'était une belle expérience. Là, c'est un autre livre aussi avec Art 3 et Valérie Kudel. Qui avait proposé à Francesc Ruiz, qui est un artiste espagnol basé à Barcelone, de faire aussi un projet d'édition. Et il a souhaité faire un livre avec une série de dessins en noir et blanc, très simple, qui reprend une fête un peu destroy qui a lieu sur la plage à Barcelone chaque année, qui s'appelle Il Botello. Et tous les gens se retrouvent sur la plage, boivent, enfin ça finit dans l'eau, enfin c'est assez catastrophique, je crois. Et voilà, donc là c'était la couverture, et en fait on a voulu en faire un livre un peu fragile. Ce sont juste des cahiers qui sont reliés entre eux, qui sont cousus, et il n'y a pas de couverture, tout est fait réaliser sur le même papier. Voilà, donc je vous montre quelques images. Détritus, je crois que c'est vraiment anti-écologique au possible. Voilà, petit matin. Et puis, en fait, après, donc on s'est dit que si on décalait chaque cahier, il y avait 8 cahiers cousus ensemble. Le dernier devait toujours rester à la fin parce qu'il y avait le colophone et les textes à la fin. Mais après, on a fait décaler à la couture au moment du façonnage. Les cahiers sont passés les uns derrière les autres, ce qui fait qu'à la fin, on s'est retrouvé avec 7 couvertures différentes, et les 7 couvertures recomposaient une nouvelle image. Ce qui fait qu'on peut acheter un livre à l'unité, ou on peut acheter la frise des 7 livres. Voilà. Et après, donc il y a eu une exposition à la galerie Florence Lewy Book by Artist à Paris,
qui a été imaginé par l'artiste avec un dessin in situ. Et en fait, le livre peut aussi être découpé. C'est pour ça qu'on a imprimé que les pages de droite. Il peut être découpé et recomposé en frise. Et là, le livre contient 124 images. Et une fois posées les images les unes après les autres, ça fait une image de 14 mètres de long. Voilà. Là, c'était un livre qui a été réalisé avec William Kentridge, toujours avec Art3, en collaboration avec le musée d'art de Valence et La Poudrière, qui est une école de films d'animation. Et comme William Kentridge, je ne sais pas si vous connaissez son travail, fait beaucoup de films d'animation. Il fait des collages, mais il se met en scène, il se filme. Donc il fait des œuvres, on va dire, papier, mais aussi des œuvres d'animation. Donc il a donné un workshop à La Poudrière et donc ça a donné aussi lieu à la réalisation de ce livre, qui est un folioscope. Donc il adore aussi repartir d'objets existants. Il va venir intervenir sur des livres existants. Donc là, il est reparti d'une encyclopédie sur le dessin. Il est allé redessiner dessus. Donc en fait, il est parti d'un dessin qui représente un enfant qui se transforme en oiseau et qui refinit en homme, voilà, jusqu'à la mort. Vous pourrez le regarder après. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'en fait, on avait remarqué qu'il y avait un petit filet rouge à la limite des originaux. Et on a pensé que le livre devait être teint sur la tranche, qui s'appelle un jaspage. Et on a aussi mis une toile sur le côté, sur le dos, qui reprenait l'idée de ce livre original. Ensuite, on a fait un projet avec Sabine Anne de Haye, qui avait un projet d'exposition à Art3 et qui adore faire des mises en abîme. Donc elle adore par exemple faire un projet d'édition, une performance, plus la mise en espace de son projet. Donc en fait, elle est partie de l'idée de faire une fausse toile de Jouy. Vous connaissez les toiles de Jouy qui sont des dessins un peu champêtres issus du XVIIIe siècle, qui étaient imprimés donc sur du coton. Et elle est repartie de cette idée-là pour en faire une toile de Jouy érotique. Voilà, donc un peu cocasse, en s'inspirant d'œuvres existantes aussi. Voilà. Et donc, ce poster, on a imprimé sous forme de poster. Et ce poster a été transformé en édition. On l'a imprimé recto verso, ça veut dire que de l'autre côté, on a imprimé des images qu'elle a aussi montrées dans le dispositif de son exposition sur un écran de télévision, qui sont des photos de caméras de surveillance qu'elle a prises un peu partout en Europe. Voilà. Et en fait, elle a ensuite superposé sa toile érotique sur des images de caméras de surveillance. Donc là, c'est la couverture. Et puis à l'intérieur, voilà, on voit des superpositions de ces dessins par-dessus les photos. Et en fait, on a fait une reliure à l'ancienne, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres anciens où les cahiers sont reliés entre eux, mais on est obligé de prendre un petit couteau pour découper les pages pour pouvoir voir entre les pages. Et en fait, entre ces pages-là, on avait les dessins érotiques, seuls. Voilà. Et à la fin du livre, en fait, on tombait sur une page de texte qui elle a demandé à Anne James Chatton, qui est un poète sonore et essayiste, qui fait des portraits. Et en fait, lui, il a fait un portrait de Sabine en allant dans sa salle de bain et en prenant tout ce qui est texte imprimé sur tout ce qui se trouvait dans sa salle de bain. Et mis bout à bout, ça donne un portrait de Sabine. Voilà. Et là, vous voyez l'installation à Art3 avec la toile de Jouy qui a été apposée sur tous les murs, donc qui devient un papier peint. Et puis l'installation avec des fauteuils, on pouvait regarder les images. Il y avait aussi une pièce sonore.
Et après, elle a encore fait un vernissage où elle a fait une toile de Jouy sur une nappe noire avec les dessins argentés. Elle a fait un repas tout en noir. Et dans la soirée, Anne-James Chaton a fait une performance en lisant les portraits. Et il a fait aussi les portraits de 2 autres artistes qui étaient aussi, qu'on a transformés en affiches et qui étaient exposés dans la ville de Valence au moment de cette exposition. Toujours avec Valérie Cudel, mais là dans un autre cadre, c'est-à-dire pour les projets nouveaux commanditaires de la Fondation de France, qui sont des projets initiés par des communautés, enfin dans l'espace public. Et en fait, elle a été sollicitée pour un projet dans une maison pour enfants près de Thiers, en dessus de Clermont-Ferrand. Et elle a proposé à Cécile Barre de travailler sur ce projet. Cécile Barre a fait une mise en couleur du bâtiment. Et ensuite, quand le projet a été terminé, il fallait faire un document imprimé qui représentait ce projet. Et Cécile a souhaité faire un livre pour enfants qui s'appelle « Et puis le soleil ». Donc elle a proposé à Mona Thomas, une écrivain, d'écrire un texte sous forme de poème qui s'adresse aux enfants. Et on avait envie d'avoir des photos un peu plus proches de l'univers des enfants, parce que celle qu'on avait, qui avait été faite par un journaliste, était d'ordre plus général. Et on trouvait qu'il manquait un peu une touche un peu plus ludique. Donc on a demandé à Pierre Le Guillon de retourner sur place et de faire des photos en pensant aux enfants. Donc vous pourrez consulter le livre après. Voilà. Et donc ça a été ma première rencontre avec Cécile Barre, qui ensuite m'a proposé de faire un livre pour une exposition qu'elle a faite au musée Château d'Annecy, où là, ils nous ont donné carte blanche. Donc Cécile m'a dit, ben voilà les images. Ce sont des photos qui ont été réalisées par Marc Dommage. Et il faut que tu fasses un livre avec ça. Donc j'ai dit, mais est-ce que tu aurais fait, parce que j'avais vu dans le projet précédent qu'elle avait des gammes de couleurs sur des petits papiers et tout, qu'elle était très sensible à la précision de ces gammes. Et je lui ai dit, mais quand tu as fait ce projet, est-ce que tu as fait des croquis de recherche? Ça m'intéresserait d'ouvrir un petit peu en dehors de la photo. Et là, elle m'a envoyé ces croquis et que j'ai mêlés aux photos. Donc, elles s'imbriquent les uns dans les autres. Et là, vous pourrez voir le livre après aussi. J'ai pas pu tout montrer là ce soir. Ça fait trop de choses. Voilà un petit détail. Ensuite, Valérie Cudel a monté sa maison d'édition, m'a proposé de faire son identité visuelle. Donc voilà le logo. Et ensuite, je lui ai proposé des petites lettres, un logo réduit pour mettre sur la tranche des livres, qui puissent s'enrichir, où les points pourraient s'augmenter au fur et à mesure qu'elle en a envie, et puis bouger, enfin que ça soit un peu vivant. Et elle voulait faire différentes collections, donc on aurait pu aussi adapter chaque petit picto à une collection. Donc William Kentridge est revenu. Donc il a dit à Valérie qu'il souhaitait refaire un livre avec elle. Donc voilà, donc ça a été un nouveau projet où il nous a envoyé, donc il est basé à Johannesburg, donc il a envoyé des scans de ces images avec une proposition déjà d'ordre d'images. On s'est vu avec Valérie, on a regardé, on a eu 2-3 propositions à faire à William Kentridge. Et ensuite, on s'est retrouvés une fois à la galerie Marianne Goodman à Paris, qui nous a laissé son espace qui était vide entre 2 expositions. Et on a tout mis au sol, on a travaillé une journée ensemble, c'était vraiment un très beau moment. Et là, elles ont dit, mais il faut absolument qu'on fasse une expo avec ces originaux, c'est trop beau. Donc de là est partie l'idée d'en faire une exposition. Et là, William dit, ah, mais j'aimerais bien aussi faire une performance. Je vais contacter l'ensemble Ictus, avec qui il avait déjà fait des projets, qui est un ensemble de musique contemporaine basé en Belgique, s'ils sont d'accord de créer une composition pour le vernissage. Donc ils ont été d'accord, et le soir du vernissage, il y a une performance musicale autour de ce projet. Donc en fait, ce projet qui s'appelle Everyone Their Own Projector. C'était déjà les prémices de William Kentridge
de son travail qu'il allait faire sur la mise en scène de l'opéra Le Nez de Shostakovich à partir du texte de Gogol. Donc voilà, il a aussi, il reprend toujours, il fait des découpages, il y ajoute des textes. Ça a été un travail énorme en photogravure. On a eu la chance d'avoir les originaux, de scanner les originaux. Après, il y a eu un énorme travail de retouche parce que rien que le scanner étant tellement précis, tous les collages faisaient des ombres et il a fallu tout reprendre. Ça a été un travail de titan. Et ensuite, pour être parfaitement à la même taille que les originaux, on a dû rajouter de la matière autour de chaque image pour qu'à la coupe, on soit exact. Et pour se retrouver en harmonie avec le premier livre qu'on avait fait avec lui, on a décidé aussi de remettre la tranche en rouge, de retoiler le dos aussi. Voilà. Donc là, il y a eu, je ne sais plus combien d'exemplaires. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Donc il y a eu 1500 exemplaires, dont 120 numérotés signés. Et en fait, alors je crois que j'espère pas que j'ai oublié une image, mais je crois bien. Zut, j'ai oublié de vous mettre une image. Parce qu'en fait, donc il y a eu des lithographies qui ont été réalisées, 3 lithographies qui ont été réalisées à Johannesburg et qui vont avec les numérotés signées. Et là, on voit une image de l'exposition à la galerie Goodman avec une petite table et les livres empilés. Après, donc là, c'est un projet avec Matt Mullican, qui est un artiste basé à New York. Et donc, c'est la galerie Projecte SD, Sylvia Dauder, qui est basée à Barcelone, qui a contacté Valérie Cudel et en lui disant j'aime beaucoup les livres que vous faites et j'imagine tout à fait que vous pourriez faire un livre ensemble avec Matt Mullican. Donc, elle était très contente. Elle m'en a parlé. J'étais aussi ravie, comme j'adore cet artiste. Donc, on est parti à Barcelone. Il avait une exposition à la galerie. Donc, on a été au vernissage. Et le lendemain, on a une réunion de travail. Il nous a proposé plein de projets. Il en avait tellement d'idées qui sortaient. Et après, on s'est fixé sur une idée donc, qui était de repartir de ses carnets de notes sur 30 ans d'archives, en fait, de cahiers, de dessins dans ses cahiers Moleskine, où il répertorie ses réflexions sur son travail autour de la performance. Donc, c'est un artiste qui fait des performances sous hypnose. Et du coup, il est toujours cette réflexion sur la vie, la mort, l'enfer, le paradis. Après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne saurais pas assez bien parler de son travail qui est très, très subtil. Mais voilà, donc on lui a proposé que quand on reproduisait une feuille qui était en page de gauche, elle serait en page de gauche sur le livre et qu'il y aurait une page vide à droite. Et au début, il n'était pas trop partant pour ça. Il s'est dit, j'aimerais que des pages de droite. On s'est dit, non, quand même. Et après coup, il a dit, non, c'est bon, j'accepte. On va faire ça. Donc voilà, 2-3 reproductions. Voilà son travail. Donc lui, il pensait toujours qu'il était né sur un tapis roulant et qu'on pouvait choisir ses parents qui arrivaient sur un tapis roulant. Dans sa vie, un peu, son autre vie, voilà. Donc là, c'est la naissance du paradis. Et en fait, ce qui était magnifique aussi, c'est qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Donc une fois, on s'est revus à Londres où il signait un livre d'artiste qu'il avait fait avec Walter Koenig. Et le lendemain, on s'est vu, il m'avait donné tous ces carnets que j'étais photocopiés dans un copy shop à côté de son hôtel. Après, je lui ai tout ramené. Et puis le soir, il donnait une performance sous hypnose à la Tate Moderne. Donc j'ai eu la chance de participer, de voir cette performance, qui fait que d'entrer dans le travail des artistes comme ça, c'est aussi des moments qui sont extraordinaires et très précieux pour comprendre leur travail aussi. On revient à Thérée. Thérée, c'est sans fin. Donc voilà, donc Thérée a rencontré Lunette Rouge, qui est un homme qui a un blog et qui transmet un peu ses impressions quand il va voir des expositions.
Et un jour, il lui dit, mais Théré, tu sais, au Mali, ton nom, il veut dire quelque chose. Il connaissait l'histoire de Théré qui fait toujours des choses avec son prénom. Il dit, mais en bamanan, donc la langue du Mali, la langue locale, Théré veut dire quelque chose. Donc elle a trouvé un projet de résidence à Bamako. Donc elle est partie là-bas. Et donc, elle a rencontré des gens et quelqu'un qui lui a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, il y a un Théré Yougou qui est le mauvais Théré. Il y a un Théré... alors, pas que je me trompe, le Théré... Attendez, là, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Donc, et puis le Théré Newman, qui est le bon Théré. Et au milieu de tout ça, il y a le Ma Théré Manalon, qui est un Théré allumé, qui est un peu les deux, quoi, le bon, le mauvais. Voilà. Et en haut, vous voyez la carte de l'Europe, parce que le Théré qui est en haut, placé en Estonie, Théré, ça veut dire hello. Voilà. Et elle était allée en Estonie faire un projet où là, elle avait fait 2-3 performances qu'elle avait filmées, qu'elle avait montrées à la galerie Tony Tapiès. Et par exemple, où elle va sur la plage, où elle a un micro, où elle crie Théré! Et là, il y a tout le monde qui se retourne. Voilà, par exemple. Donc voilà, donc elle est arrivée au Mali, et là, elle s'est rendue compte que les gens dans la rue portaient des vêtements avec des slogans. Et elle a vu des réunions sur des petites places où les gens portent tous le même tissu, qui portent le même slogan. Et ils discutent du sujet. Mais c'est incroyable, elle a été vraiment subjuguée, quoi. Donc elle s'est dit, ah ben moi je veux faire ça aussi. Donc elle a été dans une fabrique de tissus. Et puis elle a dit, voilà, je veux imprimer un tissu avec le Théré Yougou et le Théré Newman, le Ma Théré Manalon. Donc elle a fait son dessin, elle est allée dans la fabrique, ils ont réalisé 600 mètres de tissu. Et là, après, elle a découpé le tissu dans les mêmes formats, comme ça. Et comme au Mali, les gens n'aiment pas se faire prendre en photo, elle s'est dit qu'en échange d'un bout de tissu, peut-être qu'elle arriverait à se faire prendre en photo. Donc, qu'elle arriverait après à les prendre en photo. Donc, elle a négocié et elle voulait faire une vidéo pour un projet d'exposition au FRAC Bourgogne à Dijon. Donc, les gens étaient d'accord. Donc, elle a commencé à échanger ses tissus. Et voilà, et quelques jours après, elle commence à voir les gens qui sont appropriés son tissu, qui sont habillés avec son tissu, qui pendent, enfin, qui sont tutus, enfin voilà. Et petit à petit, elle a pu construire son projet comme ça. Voilà, et elle a intégré des dessins aussi, que je lui ai proposé de transformer aussi en négatif, en pensant qu'il y avait le bon Théré, le mauvais Théré, qu'en Afrique, la nuit arrive très tôt. Donc elle m'a dit qu'elle passait la plupart de son temps dans la nuit, parce qu'à 5 heures, il faisait nuit. Donc le côté positif, négatif avait un rôle important aussi. Donc elle a fait son expo au FRAC Bourgogne, où elle a fait coudre ensemble des tissus qu'elle a échangés, des tissus neufs contre des tissus anciens. Elle les a fait coudre ensemble au Mali. Après, elle les a transportés jusqu'à Dijon. Et là, elle a fait une tente à l'intérieur du FRAC dans lequel était projeté son film. Suite à ça, comme il ne pouvait pas stocker tout ce tissu, elle a récupéré le tissu de sa tente. Elle est allée dans son village en Catalogne. Et là, elle a fait, dans un atelier de couture, constituer des voiles qu'elle a placés sur un vieux bateau et qu'elle a filmé en vidéo et en hommage aux Boat People. Voilà. Et la dernière surprise, c'est qu'elle m'envoie un mail il y a quelques jours en disant « Ouais, elle est venue à Paris, on n'a pas eu le temps de se voir, voilà, parce que je préparais la conférence. » Et du coup, elle me dit « Mais il faut que tu ailles voir mon installation de Tuileries dans le cadre de la FIAC, organisée avec la galerie Anne Barrault. » Et je dis « Ouais, bon, hier, j'avais rendez-vous au CCS, je me dis « Bon, juste avant, je vais quand même aller voir son projet. » Et voilà sur quoi je tombe. Voilà son installation, les voiles. C'était incroyable. Les coïncidences. Ouais. Alors, un projet avec Marilène Negro, voilà, que j'ai rencontré dans le cadre d'une première édition et qui m'a confié ensuite un autre projet
dans son projet s'appelle 7 mondes. Donc il y a 7 chapitres où elle a proposé à 7 personnes d'écrire sur son travail, de poser un regard sur son travail. Et elle leur a proposé, donc la couverture, c'est juste le chiffre 1 qui traverse tout le livre au même endroit. Et à la fin, le chiffre 7 qui est mis en renversé, comme si on traversait le livre comme ça. Et en fait, donc là, c'est l'un des premiers chapitres qui commence avant le sommaire, qui était son dernier projet au moment de l'édition. Donc en fait, Marie-Hélène fait des films où souvent elle part d'une image fixe, où elle va aller explorer l'image et on va sentir un léger mouvement. Donc c'est on va rentrer petit à petit dans l'image, on est vraiment pris dedans, voilà. Je simplifie un peu, hein, j'espère Marie-Hélène, si tu es là, que tu ne m'en voudras pas. Donc en fait, le sommaire représentait tous les films qu'elle avait réalisés jusqu'au moment où on a fait le livre, et dans lequel, vous voyez les petits carrés rouges, sont les projets qui ont été retenus par les auteurs qu'elle a contactés. Voilà, et qui sont mis dans le livre en ordre, pas dans un ordre chronologique, mais plus dans l'ordre plutôt de l'ordre dans lequel on le sentait pour les mettre. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un extrait du texte de Gaël Obegli, qui a décidé de faire une fiction. Et donc on s'est dit qu'on allait faire comme un livre qui s'intègre dans son image, comme un livre à lire, où on est à l'intérieur de l'image pour lire le texte. Une autre image de contemplation. Quand on a fait le livre avec Cécile Barre et puis Le Soleil, on a rencontré les éditeurs, les Trois Ours, qui éditent des livres d'artistes pour enfants. Et ils avaient beaucoup aimé le projet, ils avaient proposé de le présenter dans leur librairie. Et donc on s'est connus comme ça, et j'y retournais régulièrement, parce que j'aimais beaucoup les livres qu'ils montrent. Ils travaillent beaucoup ils ont beaucoup réédité de livres de Bruno Munari, par exemple, et des livres de Katsumi Komagata, qui est un artiste japonais qui fait des livres pour enfants. Et donc à un moment donné, ils se sont dit, on aimerait faire une monographie sur le travail de Katsumi Komagata, mais lui, il voulait le faire avec Jean Widmer, qui avait à ce moment-là, je pense 82 ans, 82 ou 84 ans, et qui maîtrisait plus très bien les logiciels. Donc ils m'ont demandé si je voulais travailler avec lui sur ce projet. Donc j'étais ravie, et ça a été une expérience magnifique. Donc là, c'était un peu une mise en abîme de travailler avec 2 graphistes sur un artiste qui fait des livres pour enfants. Voilà. C'était aussi une très belle histoire, une belle rencontre. On revient à Art 3 avec la 3e directrice d'Art 3, avec laquelle je continue encore à travailler, qui s'appelle Sylvie Vogic. Et donc là, on a fait un livre avec Albertine, qui est une artiste suisse qui fait beaucoup de dessins. Et elle a fait un projet de dessin qui s'appelle La Catastrophe. Donc là, on a reproduit les dessins à leur taille originale, qui est un format à peu près A4. Et on a prêté beaucoup d'attention pour reproduire le plus fidèlement possible le trait du crayon, qui était très délicat. Et par contre, il y avait des petits ajustements à faire à cause des plis. Donc je lui ai demandé si elle était d'accord que je déplace des immeubles, des arbres, 2-3 personnages qui fuient, voilà, pour qu'ils ne soient pas séparés en 2 dans le pli. Voilà. Ensuite, j'ai été contactée par Sylvie Zavata pour faire l'identité du FRAC Franche-Comté à Besançon. Et elle m'a à un moment donné confié un projet avec Francis Baudevin. Donc Francis Baudevin avait été commissaire d'une exposition au musée de Dole et au FRAC Franche-Comté et aux abattoirs de Toulouse dans le cadre des 30 ans des FRAC. Donc, il a travaillé sur une mise en espace de l'exposition en travaillant énormément sur le vide entre les œuvres, en faisant un lien avec les œuvres de John Cage
Et son œuvre majeure, 4 minutes 33 de silence, que vous avez peut-être une fois entendu à la radio, 4 minutes 33 de silence, voilà. Et qui laisse un espace au vide, voilà. Et en fait, les légendes sont... On avait décidé que les légendes prendraient une place importante et que les textes deviendraient très très petits et très, très light, en fait, voilà. Donc on s'est retrouvés à Genève, on a travaillé dans un café ensemble une journée dans le QG de John Armleder, donc c'était un bel environnement, c'était vraiment super. Un beau moment de travail aussi avec lui. Ensuite, on en vient au Festival Phare. Donc, j'avais donc fait leur identité en 1999. Et donc, l'identité a évolué en 3 étapes. En 2005, on a gardé le logo, mais on l'a enrichi. En fait, au début, le centre du A était une petite pastille que j'utilisais en effet de transparence sur les versos, par exemple, de la papeterie. Donc, on avait le logo, puis au dos, on avait juste une pastille qui était le centre du A. Et cette pastille est devenue plus grande et a enveloppé le logo, voilà. Et après, on a fait toutes sortes de déclinaisons à partir de ce logo, la communication, des affiches, les programmes. Ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je ne vais pas pouvoir les montrer. Mais voilà l'évolution. Et en 2015, Véronique Ferrero de Lacoste, qui est donc la directrice du festival depuis maintenant 9 ans, m'a souhaité rafraîchir le logo. Donc on a repensé l'identité, voilà. Et donc Véronique a souhaité aussi faire des livres avec des chorégraphes. Donc ce sont des livres d'artistes avec des chorégraphes, ce qui est vraiment très nouveau, enfin pour moi en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Donc on a fait un premier livre avec Jonathan Capdevielle, qui a été invité à faire un spectacle sur une île à côté de Nyon. Donc le festival est basé à Nyon en Suisse, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Et donc il avait une carte blanche pour faire un projet sur une petite île à côté de Roll, d'où son jeu de mots Spring Roll. Voilà, et donc j'avais vu le projet, j'avais vu le spectacle, donc j'avais vu aussi d'autres projets de Jonathan, donc on connaît bien son travail. Et voilà, donc on a travaillé ensemble, on a reçu, je sais pas, à peu près 300 images qu'on a imprimées en petit, qu'on a découpées, qu'on a commencé à plier en deux et à commencer à faire voici un détail, des jeux d'assemblage d'images qui faisaient comme des continuités d'une image à l'autre. Donc le début du livre, en fait, les images ne sont pas reliées entre elles, donc on peut les extraire et en avoir une image isolée, mais aussi les combiner entre elles. Voilà. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc ces premières images sont imprimées sur un papier mat, et du coup, ce sont des images liées aux répétitions. Voilà, et qui se combinent. Et ensuite, par exemple, le soir du spectacle, il y a eu d'autres images de fête. Et là, on a mis un vernis brillant pour les distinguer des images de répétition. Voilà, donc c'est un peu une mise en abîme avec ces juxtapositions. Et Jean-Luc Vernat était un des artistes que vous connaissez peut-être, a été un des personnages principaux de cette performance. Voilà, et des extraits du texte aussi, juste sur une feuille en typo gothique, parce que ce projet reprenait aussi l'histoire de l'île, donc remonter assez loin dans une histoire assez ancienne. Voilà. Et donc ensuite, Véronique m'a proposé un autre projet d'édition avec Antonia Baer, qui est une chorégraphe allemande et qui des fois utilise différents dispositifs pour le même projet. Donc ce projet qui s'appelle Abecedarium Bestiarium est un projet, elle est partie dans ce projet en tenant compte de son nom de famille, Baer, qui veut dire ours.
Et en fait, c'est ce qui l'a inspiré pour créer cette chorégraphie. Donc, elle a d'abord fait une chorégraphie, enfin une sorte de performance plutôt, je dirais. Et à partir de là, ça a été enrichi avec ce livre. Donc, elle avait remarqué quand elle était petite, donc ça l'interrogeait de s'appeler Ber, et elle disait « Ma mère s'appelle von Arnim ». Et j'espère que c'est pas aussi un nom d'animal. Et en fait, au final, à l'école, elle avait 10 ans, je crois. Elle a tout à coup décidé de faire une sorte de petit livret très scientifique sur un animal qui s'appelle de Arnim, de Farfelu Malacus. Donc, elle a tout inventé. Et elle a fait un petit objet incroyable, très technique, vraiment très, très drôle, qui était inspiré d'une peluche tricotée qu'elle avait chez elle. Voilà, et à partir de là, elle a décidé de faire ce projet, cet abécédarium, en proposant à des amis de lui faire une petite pièce chorégraphique à partir d'un animal qui n'existe plus, mais qui a existé, mais qui n'existe plus maintenant. Donc, chaque personne a choisi un animal en lien entre un animal qu'il aime, mais aussi avec l'amitié, la connaissance de leur amie Antonia Ber. Voilà. Donc, elle leur a demandé aussi de faire une petite contribution qu'on puisse reproduire dans le livre. Voilà. Donc, elle s'est aussi inspirée des images de... J'ai un trou de mémoire. De Giambattista della Porta au XVIe siècle, hein, qui faisait des gravures où il y avait un portrait d'humain et sa version un peu animale juste à côté. Voilà. D'où l'idée de faire ces gravures entre le portrait de la personne et l'animal qu'elle avait choisi. Donc voilà, plusieurs. Isis for Isle of Mind Pure. Et la version latine du nom de l'animal, Sus scrofa, imaginée par Ida Wilde. Et là, Martellis Cat, imaginé par Valérie Castan. Et là, sa contribution au dessin pour la performance d'Antonia. Et ensuite, là, donc à la fin du projet, on avait 2 images par performance qu'elle a réalisées, qu'elle a présentées au festival. Ensuite, donc, j'ai fait l'identité de la Maison Rouge, qui m'a confié aussi des projets d'édition. Donc là, ce n'est pas vraiment un livre d'artiste, mais je vais vous montrer un extrait de film qui va vous parler du projet, parce qu'il y a un film qui a été réalisé par une cinéaste, un documentaire autour de l'exposition sur la collection Antoine de Galbert qui s'appelait Le Mur, et dans lequel vous verrez, je vais laisser parler le film, je voulais juste dire qui était la cinéaste. Donc, la cinéaste s'appelle... en fait, c'est donc Alessia Vorbiz. Le film s'appelle Voyage dans ma collection, et il a été réalisé en 2014. Donc, il filme les réunions autour de ce projet d'édition. Ce sont des extraits. Hein. Antoine, venez vous asseoir parce que c'est maintenant, là. Oui, mais je suis fatigué ce matin. Voilà, c'est bien. Vivement la retraite. Puis on est tous serrés comme des... On sait pas. On est tous serrés comme des dindons. Là. Tu sais que l'exposition d'Antoine, c'est environ, enfin c'est plus de 1000 tableaux accrochés sur plus de 200 mètres. Sur plus de 200 mètres de long. Montrer là, des plans, hein. Donc on a fait des simulations de ce que va donner le mur. Donc on commence a priori sur le premier mur de ce qu'on appelle la rue, dès qu'on rentre. Et ce sera un ruban qui fera toute la salle polygonale
le mur de la multimédia, le mur ici, et qui ira dans la salle haute et dans l'entresol. Donc, on a demandé à la personne à Normand, qui est l'informaticien qui a fait le logiciel, qui mouline et qui donne cet accrochage aléatoire sur le mur. Ah, c'est parti comme ça. Voilà. En fait, c'est la première. Oui, on a juste oublié de te dire ça. Ah non, mais En fait, c'est pas nous. Voilà. Parce qu'en fait, accrochage aléatoire, Voilà. mais comment aléatoire? l'idée de base, c'est l'aléatoire. Donc, Exactement. normalement, Petit c'est pas détail. nous qui allons placer des tableaux comme ça. Oui, parce Donc, que c'est pas un possible. logiciel à qui on a donné des numéros d'inventaire et des formats. Sa consigne, c'est d'accrocher les œuvres avec le moins de distance, enfin pas moins de 10, 10 mais centimètres. 10 mètres, voilà, autour. Et de respecter D'accord. la ligne en haut et en bas et sur les côtés. En fait, il mouline un mur, on lui dit OK, c'est bon, il continue. Voilà, c'est Donc, ça. c'est pas une simulation sur 200 mètres, c'est impossible C'est techniquement. impossible. Mais l'aléatoire reste puisque chaque mur est totalement. On ne sait pas du tout ce qui va apparaître dedans. Par contre, il faut qu'on remesure toutes les œuvres dans les cadres. Donc même si on les prend pas en photo, Même il faut si on les quand prend même, pas en photo, il faut quand même les re- prendre, les manier. Pour le catalogue, il faut demander à Marc de faire un certain nombre de photos du mur. Et c'est celle-là qu'on va utiliser pour reproduire l'accordéon, pour reproduire les murs. Ensuite, il faut Maintenant, décider... On a le catalogue 10 jours après le vernissage. Non, on ne va pas tout mettre. Ah, il mais faut si, qu'on réfléchisse. moi je veux l'accordéon entier. Même un tout montage, je petit, suis pas sûr qu'il va même être si on Mais ne voit pas. Antoine, c'est 100 mètres. Vous le pliez au format catalogue, ça va vous faire ça. Moi je m'en fous si on ne voit pas les photos. Mettre les murs droits C'est et pas les fait coller, pour voir les œuvres, c'est fait pour avoir un objet qui montre un ensemble. Oui, mais Et puis il faut c'est l'imprimer. Hein. à l'imprimer. Voilà, l'idée du mur, c'est Et presque ouais, un c'est gadget ça. dans le catalogue. C'est Non, presque c'est le un- façonnage. En fait, un jeu. le plus long, ça va être le façonnage. Il faut pas, moi je veux pas que ce soit une usine à gaz non plus, quoi. Ben, c'en est une. mais- Non, je suis désolé, vous êtes Non, trop non. perfectionniste sur le document. Et on peut s'amuser sans qu'on voit tout. C'est un choix de catalogue. Non, mais ça, on est d'accord On qu'il peut faut. pas travailler Mais je veux dire, comme ça, comme un catalogue refotographier normal, 1000 où il y œuvres, a c'est une usine à 150 gaz. ans. Oui, mais justement, donc il faut s'adapter à ce. Oui, mais Antoine, à vous cette n'allez pas expo. les refotographier une autre fois. Parce que Donc, vous je veux dire, pouvez quitte à le vous faire, pouvez pas être faut le aussi faire parfait bien, avec quoi. une expo comme ça qu'avec une expo où il y a 150 œuvres. C'est une autre expo. On fait un accordéon de ce qui est de la polygonale dans le catalogue et on vend un tiré à part qui est juste un accordéon avec tout À le ce moment-là, on met rien. Parce que si tu mets un accordéon avec 3 murs, on va croire que j'ai que 3 murs. Non, non, dans le possible. catalogue, on met juste une Tu sais pas page. ce que c'est qu'un Non, et on collectionneur. fait la totalité, non. D'accord. L'idée, c'est d'avoir l'objet mur. C'est-à-dire, tu as l'objet Oui, mais mur c'est dans ton- plusieurs accordéons. Mais non, c'est un seul mur parce qu'on va. Il n'en Quand faut il y qu'un aura- seul accordéon. Il y en aura qu'un. Non, attends. Si, oui, non. T'as un mur de 100 mètres. Ah, vous voulez un seul truc qui se C'est-à-dire déplie que- comme ça Ah, ouais. Je veux dire, c'est ingérable. Mais si, c'est un accordéon. Vous avez jamais vu. Moi, j'ai des ouvrages chez moi, il y a des accordéons. Maximi, tu l'as bien vu le bouquin de Maximi? Il fait 86 mètres, et bien c'est pareil. Ben voilà. Ça fera 86 Mais mètres. non, ça fera. Je sais, j'ai Calculer. Ça fait 1/5 du mur. Ça. Et vous voulez pas que ce soit un voulez enfer. 5 fois ça. Bah ouais. On va réfléchir avec l'éditeur à la fabrication, le temps de fabrication de ce petit objet de 5 mètres de long. C'est vrai. C'est un algorithme basé sur les simulations de Monte Carlo. Laisser l'ordinateur faire des milliards d'essais et regarder quel est le meilleur résultat possible. Et ça, je le mesure de façon tout à fait objective en calculant la surface des œuvres disposées sur la surface du mur. C'est pas quelque chose qu'on me demande tous les jours. J'ai déjà utilisé ce genre d'algorithme pour optimiser des productions, des chaînes de production, mais Sur un plan rarement... technique, ça n'a rien d'original pour vous, mais là, ce qui est amusant, c'est que les numéros sont des œuvres d'art, quoi. C'est tout. Et exactement. Mais il n'y a pas de changement. De fait, c'est des rectangles que je dispose, c'est tout. C'est qu'après coup, c'est intéressant parce qu'une fois j'ai le résultat, je vois strictement rien, j'exécute un autre programme qui place les images que je vois le résultat. Je suis aussi anxieux que tout le monde de voir le résultat parce que j'ai aucun moyen de voir pendant l'exécution. Et donc là, c'est ES, donc c'est entresol. Donc ES1. ES2. Et
On récupère le petit. Je vais mettre celui-là derrière parce que... Mais là, on est loin du compte, hein. Parce que là, on a combien? Là, on a la moitié. Ouais, c'est ça. Et après, quand tu commences à regarder, il y a des œuvres qui sont ensemble, qui fonctionnent très très bien. Il y a des moments où en fait, tu sens très bien que c'est un accrochage qui est fait par un ordinateur. Tu vois, des exemples bêtes, mais là, si tu le faisais à l'œil, tu mettrais jamais cette ligne de photo. Ça, c'est Jonathan Monk. Tu la mettrais jamais alignée avec le milieu de l'œuvre à côté. Tu centrerais entre l'espace du Jonathan Maiseux et l'espace des œuvres d'en dessous. Après, il y a des trucs qu'on n'oserait pas faire, tu vois, grand format, remplissage, grand format, remplissage, grand format, remplissage. Et là, l'algorithme, il a fait ça. Il n'a aucune référence. Il fonctionne par rapport à une zone d'espace à occuper. Hier, on a envoyé une liste d'œuvres. Pourquoi on ne travaille pas avec la même liste d'œuvres? C'est quoi ce délire? Mais lui, il ne peut pas le savoir, Neuilly. Quoi, il peut pas le savoir? Tous les jours, il reçoit d'Arthur, sans que nous soyons en copie, des documents. Des infos Ben ouais. supplémentaires? Ben oui, Non, c'est mais pas, hier, c'est on pas est lui parti qui va pour faire c'est pas lui qui rentre. on a fait une extraction, on a fait... Justement, il a pris Ce qu'on lui a envoyé ce hier, qu'on lui a envoyé et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. et il se rend compte que ça va pas, que ça concorde pas les noms des artistes. Tu vois, il est 15h, il s'est levé au Canada, et il s'est rendu compte que non, Arthur il y avait un Cipolla, problème, ça ne concordait pas. J'ai vraiment besoin de te parler. Dès que tu as ce message, s'il te plaît, rappelle-moi, c'est très urgent. Merci. Ben oui, là je vois. C'est génial cette histoire. Oui. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce mur-ci. Quoi? Écoutez, pensez-y. L'aléatoire. Ouais. 2 têtes coupées. Ah mais ça, mais il y a sans cesse des... Mais Et les quand- 2 yeux, regardez là. Oui. Ça, c'est quand même incroyable. Ben oui, ça arrive tout à fait Mais par hasard. ça veut dire aussi que vous qui êtes un spécialiste de la probabilité, Oui. qu'il y a beaucoup d'yeux dans ma collection aussi. Donc, Oui. c'est-à-dire que s'il y avait que 2 œuvres avec des yeux, Comme ça, ce serait extraordinaire. Mais en fait, comme il y en a peut-être 50, il y a quand même 50 sur le nombre qu'on a posé, c'est peu. Hein? Il y a quelque chose qui ressort de l'aléatoire, comme par exemple les 2 têtes qu'on voit, là, la tête la tête d'une vache, c'est ça, sur un piédestal, et la tête d'homme qui est dans le plateau. Et si vous savez que c'est l'aléatoire, c'est surprenant, parce que l'ordinateur ne sait que la dimension de chaque œuvre. Il ne connaît pas le contenu, la sémantique de l'œuvre. Il ne sait pas. Il ne sait pas du tout. Mais je pense qu'il y a plus que l'aléatoire. Je pense que l'aléatoire, entre pour moi, là, il y a presque un sens d'injecter là, dans ce travail. Ça. Moi, je suis vraiment surpris. Le hasard, c'est créatif dans un certain sens. On a reçu le numéro 0, le prototype du catalogue. Tu te dis, ben voilà, le catalogue, c'est un bouquin normal. Et puis, tu le retournes. Après quelques pages d'inventaire, eh bien, on arrive au mur. Ça s'appelle un leporello. Et donc, c'est un dépliant. C'est complètement fou. Qui fera ça chez lui? Qui a un couloir de 20 mètres pour pouvoir tout déplier? Là, je suis dans la nuit, pardon. Hop là. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Un petit livre avec après, il faut que je fasse attention à l'heure là. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Un livre avec Mathieu Briand, qui a été invité à un projet d'exposition à la Maison Rouge et qui a ensuite été invité à faire une deuxième étape de son exposition au musée Mona en Tasmanie. Voilà.
Donc, je travaillais avec lui. Donc, lui, il était basé à Melbourne. Donc, c'était parfait comme planning parce qu'on pouvait travailler 24 heures sur 24 avec les 12 heures de décalage horaire. C'était une chance extraordinaire. Donc, voilà. Moi, j'étais en hiver, lui, il était en été. À 7-8 heures le soir, je dis, ouh, il faut vite que j'aille manger parce qu'à 9 heures, il y a Mathieu qui va se réveiller. Je sens que je vais... Mais vite, je fais encore 3 pages et puis tout à coup, Skype, bling, bling, hello, ça va? Ouais. Et toi? Ah ouais, oh, j'ai bien dormi, ouais, super. Bah, je vais aller me prendre un café sur la plage. J'ai dit, ok, moi je vais vite manger un petit truc chaud. Voilà, et puis après on reprenait le travail jusqu'à, pour moi, 2-3 heures du matin, lui de son côté, 3-4 heures du matin. Enfin, c'était comme ça sur tout le projet. Mais c'était un projet très, très complexe parce qu'il devrait parler d'un projet qui a duré quand même 7 ans, qui a commencé en 2007 et là on était en 2014. Et en fait, c'était un projet qui s'appelle E in Libertalia Ego, où il est parti d'une phrase, d'une inscription E in Arcadia Ego, que les bergers du tableau de Poussin pointent du doigt, et aussi à la colonie libertaire décrite dans le livre A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates au XVIIIe siècle. C'est un ouvrage qui mêle de manière ambiguë les sources réelles et fictionnelles et dont l'auteur pourrait bien être Daniel Defoe, père de Robinson Crusoe. Donc lui, il a sa tante qui vit à Madagascar qui lui a dit un jour, écoute, je sais que tu cherches une île et j'ai découvert qu'en face de chez moi, il y a une petite île. Donc Mathieu est arrivé, il est allé sur l'île à la nage, il est arrivé à la nage. Et donc les gens, il y a une famille qui vit sur cette île qui l'a vu arriver. Bon, ils l'ont accueilli, ils lui ont fait visiter l'île. Après, il a fait connaissance avec le père de la famille, qui est vraiment le patriarche, qui s'appelle Papa et qui a des pouvoirs. Et donc, sur cette île, il y a un arbre sacré, il y a des rituels. Enfin, petit à petit, Mathieu est rentré dans leur univers. Il s'est lié d'amitié avec son fils Saïd, le fils de Papa, donc. Et donc, il a eu envie de créer un projet un peu en lien avec son île. Elle est un peu devenue son mental, quoi. Donc, il a invité des artistes à exposer sur cette île. Et en fait, ses œuvres n'étaient vues que par la famille qui habitait sur cette île. C'était en fait une envie de travailler avec d'autres artistes. Donc, il a travaillé avec des grands artistes, je peux vous donner leurs noms. Donc, il a invité Francis Alice, Grégory et Cyril Chapuisat, Sophie Desjodes, Bertrand Lacombe, Jacinthe Giordano, Thomas Hirschhorn, Ku Jiang-ha, Pierre Huyghe, Gabriel Curie, Proulang, Richard Siegal, Juan Palo Macias, Mike Nelson, Damian Ortega, Rudy Ricciotti, Ivan Salomon et Gilles Mahé. Donc, l'idée, c'était soit de donner une indication pour refaire l'œuvre sur place, soit de venir sur l'île. Voilà, et donc là, c'est une image de l'île en juin 2018, quand il est retourné. Et donc, Mathieu à droite et son assistant à côté, des vrais... Voilà. Et là, donc, c'est un projet de Pierre Huyghe qui a souhaité qu'il fasse une fourche qui redessine un sentier à partir d'un sentier existant qui partirait. Je ne veux pas trop décrire parce qu'il faudrait rentrer plus dans le détail et lire les contenus pour être plus pointu. Donc là, Thomas Hirschhorn a envoyé des livres. Ce sont ce qu'il appelle ses livres parisiens pour faire une petite bibliothèque dans la cabane qu'avait construite Mathieu sur l'île, qui était devenue son atelier et un espace d'accueil pour les artistes qui se déplaçaient sur l'île. Et donc, sont les livres que Thomas Hirschhorn a lus à partir des conseils des amis qu'il a rencontrés quand il est venu vivre à Paris. Voilà. Donc, des ouvrages philosophiques. Là, l'installation des frères Chapuisat qui sont partis de hamacs qui étaient utilisés par les marins sur les bateaux et qui était vraiment l'idéal pour dormir parce que ça suit le mouvement. Voilà. Et qui était très utilisé sur les bateaux de guerre, apparemment. Le projet de Francis Alice, il a envoyé un tapis, Silencio. Voilà, le tapis est à l'entrée
de l'atelier. Après, je ne montre pas tous les projets, je ne peux pas. Là, c'est l'attirail du sorcier de Lille, hein, voilà, parce qu'il faisait des rituels sacrés aussi. Donc là, Mathieu et son assistant assistent à un rituel sacré avec le gourou qui est tout en bas à droite. Hein, voilà. Et Mathieu réalise aussi un rituel auprès de l'arbre sacré pour se faire réaccepter sur l'île. Il y a eu plein de rebondissements. C'est un projet énorme. Donc on peut pas tout vous dire, mais en fait c'est vraiment passionnant. Et là c'était quand il a fait l'autre partie, ça c'est sur la version anglaise du livre, où là il reprend une œuvre qu'il avait faite, réalisée pour l'exposition à la Maison Rouge. Et ensuite il est parti explorer une autre île, l'île de Pitcairn, qui est perdue au milieu du Pacifique, où il y a un cargo qui passe toutes les 3 semaines. Et là, ça a été une colonie anglaise. Et là, il a retrouvé l'histoire de l'île à travers de timbres-poste dans un petit kiosque. Donc, on a reconstitué l'histoire de l'île à travers des timbres-poste. Voilà. Et ensuite, il est retourné sur l'autre île. Il est arrivé avec une œuvre qui avait exposé. Et ils ont resacrifié un zébu avec un rituel qui a duré 3 jours sur l'œuvre, sur la peinture. Et là, par exemple, vous voyez la famille qui vit sur l'île, qui regarde l'édition qui avait été faite à la Maison Rouge. Et voilà, donc c'est comme une mise en abîme des 2 ouvrages. Et là, un dessin qui représente l'île avec tous les projets des artistes répartis sur l'île. On en finit avec le Centre culturel suisse, hein. Voilà, avec qui j'ai travaillé depuis 2008. Donc on fait réaliser le logo. Et donc Jean-Paul et Olivier m'ont proposé de faire un livre avec Myriam Kahn, qui est un livre, un facsimilé. Donc elle avait un carnet bleu dans lequel elle faisait des dessins et qu'elle déposait, qu'elle retrouvait de temps en temps dans son atelier. Et elle a repris en plusieurs étapes ce projet. Donc en 1979, en 2005 et en 2010. Donc on a confié ce travail au niveau de la fabrication à un photograveur avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Print Model. Et eux ont conseillé le meilleur imprimeur qui pourrait faire ce livre. Et ils ont aussi trouvé le nom des fabricants de ce carnet à l'origine, qui existent toujours et qui ne sont pas très loin de Genève, en Savoie, et il les a contactés, il leur a demandé s'ils seraient d'accord de faire la couverture et de relier les pages intérieures qui auraient été imprimées ailleurs. Et ils étaient paniqués, mais ils ont été d'accord, mais c'est vrai que c'était un vrai challenge parce qu'il y avait énormément de pages à coudre en une seule couture. Et ils ont arrêté leur processus de machine pour relier ce livre. Et ça a fonctionné, on était vraiment très contents. Et le boîtier avec une couleur jaune qui redynamise l'ensemble a plu à Myriam Kahn. Voilà, et après le gros travail, ça a été, donc là là ce sont des numérotés signés, donc il y a eu 30 exemplaires numérotés signés sur 1000 exemplaires imprimés, et là c'était donc un exemplaire d'une œuvre. C'était des images qui étaient reproduites en photocopie. Elle voulait que ça soit avec un système de reproduction très basique, très simple. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai choisi pour mon numéroté signé. Et là, donc, on voit les doubles pages. Alors, c'est vrai qu'on a tout imprimé en une seule couleur, en noir, reproduit les fonds quadrillés du carnet. On a dû élargir légèrement les dessins pour qu'à la coupe, on n'ait pas de problème. Donc, c'est pas au millimètre près un facsimilé, mais c'est très, très proche, vu la taille du format. Et par exemple, pour ce dessin qui était avec un autre crayon plus gras, là, on a imprimé 2 noirs, mais seulement sur cette double page. Voilà. Et la grosse difficulté, comme ils ont scanné les originaux, ça a été d'enlever tous les effets de brillance liés à la mine de plomb. C'était un travail de titan, vraiment. Ils ont fait un travail extraordinaire. Enfin, vous verrez l'original imprimé après, si vous le souhaitez. Et au milieu, on a fait un cahier de texte parce que Myriam Kahn écrivait aussi dans son carnet. Et on a reproduit son texte. Elle a un peu réécrit pour l'édition en 3 langues, donc en
en français, en anglais et en allemand. Parce qu'en fait, ce livre a aussi été présenté à Aargau Kunstmuseum, c'est ça, Olivier? Oui, Aargau Kunsthaus, en Suisse. Voilà. C'était une coédition d'ailleurs, non? Et là, un détail. Hein. Et là aussi, un petit détail, des retouches faites la nuit aussi. Parce qu'en fait, sur les pages texte, elle écrivait juste à la limite du cahier. Et pour pas avoir... si on aurait rogné 3 mm pour la coupe à l'intérieur des mots, on aurait pu plus lire le texte. Donc, j'ai passé des nuits à rajouter des petits carrés pour éviter de couper dans le texte. Donc, c'est vrai que ça a presque été fait carré par carré. Voilà. Sur quelques... Bon, il y avait une dizaine de pages, je crois. Voilà, là, c'est à l'impression, des petits accidents d'impression. Il faisait extrêmement chaud quand on a imprimé. Je crois qu'il faisait 35 degrés dans l'imprimerie. Donc, le papier se déchirait parfois. Et je trouvais que c'était très beau aussi en même temps. Et là aussi, j'ai pris conscience, en fait, en regardant, en fait, comme cette machine filme les feuilles quand elles sont imprimées. Quand elles s'impriment, en fait, les dessins ont commencé à vivre. C'était incroyable. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, des couches qu'il y avait dans ces dessins liées au fait que quand elle dessinait, elle appuyait sûrement très fort sur son crayon et qu'on retrouvait des fois 10 pages plus tôt des traces des dessins qu'on allait découvrir 10 pages plus loin. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai vraiment ressenti au moment de l'impression. Voilà. Donc là, en bas à gauche, vous voyez cette grande forme, et ben on la voit déjà en haut sur le cahier qui se retrouve quelques pages avant. Voilà, et le dernier projet, oui, on a fait 1h30, excusez-moi, c'est peut-être un peu long. Donc avec Sylvia Béchely et Eric Attan. Donc en fait, c'est eux qui ont vraiment tout conçu. Hein. Là, j'ai plus aidé à faire la réalisation technique, tout ce qui était typographique, mais eux, ils ont vraiment pensé l'ensemble du projet et à faire des petits aménagements de dessin, mais ils avaient déjà tout bien vu, quoi, bien réfléchi. Donc en fait, c'est un agencement de dessin des projets de Eric Attan pour leur exposition commune entre... Donc ce sont 2 artistes qui travaillent parfois ensemble, enfin même assez souvent, d'où leur titre « Situer la différence ». Donc Sylvia Béchely fait du dessin et Eric Attan fait plutôt de la vidéo, de la sculpture et puis des mises en espace dans les expositions. Donc là, c'est le verso du poster où à gauche, vous voyez les croquis de Sylvia Béchely, de la sélection des dessins qu'elle voulait montrer dans l'exposition. En haut à droite, le système de l'exposition combiné entre leurs 2 œuvres. Et puis le titre qui se retrouve au dos, sur la couverture de l'édition. Donc là, je vous montre chaque poster séparément. Donc là, c'est en fait à la taille réelle. Vous pouvez reconstituer une œuvre d'Eric Attan quasiment en taille réelle. Donc le poster est divisé en 2 parties que vous pouvez coller au mur. Et je crois que ça fait 1,80 m de haut quand ils sont collés ensemble. Donc il y en avait 2 sculptures. Voilà. Et ensuite, Sylvia Béchely a récupéré donc, le format du papier, a mis 2 images sur le même format. Voilà. Et puis une autre image d'un format plus petit. Et voilà ce que ça donne au final. Donc une fois que les posters sont pliés, on retrouve la couverture. Et les posters sont imbriqués les uns dans les autres et forment une sorte d'édition. Là, c'est le dos. Et en fait, quand on ouvre, voilà, on a une combinaison entre des extraits des différents posters qui se combinent entre eux. Et voilà, une sorte de situer la différence, justement, où on voit des œuvres de Sylvia Béchely en résonance avec des bouts des œuvres d'Eric Attan. Et un carnet de texte au milieu qui reprend un entretien avec les directeurs du Centre culturel suisse et les artistes, et un autre auteur qui a écrit un texte, Patrick Javot, qui a écrit un texte sur leur travail. Et c'était en français et en anglais.
un petit cahier de 12 pages. Voilà. Musique. C'est une petite chanson que Francis Baudevin m'avait envoyée après le projet, qui me met toujours de bonne humeur. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, c'était peut-être un peu long aussi. Voilà, il y a encore cette possibilité d'une ou deux questions si vous le souhaitez. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. Alors oui, donc il y a les livres réalisés avec le Centre culturel suisse sont en vente à l'accueil, là, ce soir. Et puis sinon, pour les livres réalisés avec Art 3, il faut aller sur leur site. Donc vous tapez Art 3, vous tombez dessus. Et puis Capture Édition aussi. Voilà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'avais une question. Ouais. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de l'île où votre collègue a été? C'est un secret. C'est un secret. C'est à côté de Madagascar, mais je crois qu'elle s'appelle Nosy-Be, mais j'ai un petit doute. Je ne peux pas être sûre. D'accord, c'est un secret. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Moi, j'étais curieuse par rapport à la formation que vous avez suivie avant d'arriver à être graphiste. Alors, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Lausanne. C'était dans les années 80, quoi. J'ai fini en 87. Voilà. Et après, je suis allée travailler chez Pierre Neumann, qui avait la passion des livres et qui me l'a vraiment transmise, et qui était très, très sensible à la fabrication. Et il m'a tout de suite emmenée chez Jean Genoux, qui était à l'époque, franchement, et qui est encore un des meilleurs photograveurs du monde, je pense, qui reproduit les noirs et blancs d'une manière vraiment somptueuse. Et ça m'a tout de suite rendu sensible à tout ça, quoi. Vraiment très, très sensible à tout ça. Et voilà, je peux remercier vivement aussi ce soir Pierre Neumann. Voilà, merci beaucoup. Et après, j'ai été en Hollande, j'ai travaillé aussi, j'ai rencontré aussi Irma Boom. Par exemple, j'étais en stage avec elle, elle aussi, avec ses livres extraordinaires. Donc, bon, et plein d'étapes comme ça, avec des personnes passionnées par les livres. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais que vous me rappeliez le nom du collectionneur de la Maison Rouge. Antoine de Galbert. Antoine, ok. Vous pouvez y aller, la Maison Rouge ferme ses portes fin 28 octobre, donc c'est le dernier jour pour aller voir les expositions en cours. Ouais. Non, c'était juste une vanne. C'est pour savoir les livres dont les feuillets s'en vont, c'est à usage unique alors? Oui,
Et ça se lit avec un balai, donc comment ça... Pardon? Parce qu'il y a des pages partout. Ça se lit avec un balai, donc comment... Ouais, je sais pas, là, je sais pas comment je vais faire maintenant. Donc, ouais, non, ça a été pour un projet d'expo, quoi. C'était très intéressant. Et la suite, comment vous l'envisagez si vous arrêtez vos fonctions ici? Ah, bon, écoutez, les portes sont grandes ouvertes. C'est place à de nouvelles aventures, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à Jocelyne. Et puis nous pouvons poursuivre les discussions de manière plus informelle autour d'un verre dans le foyer. Merci.